Bon alors, eh ben déjà, présente-toi, qui es-tu? Qui je suis? Je suis une femme, Avec ton nom, ton prénom, voilà. ton nom, Agnès, Agnès Leclerc. Je donne mon nom de famille aussi. si tu veux. Donc voilà, Agnès Leclerc. Je me présente, j'habite en Ariège. Dans ma vie, maintenant, j'ai arrêté de travailler. J'ai été enseignante, j'ai été infirmière, j'ai été formatrice. Voilà, je change très souvent de métier, en fait. Et évidemment, j'ai une petite vie militante. Voilà. Et aux dernières élections municipales, j'ai été entraînée dans la mouvance et on a fait une petite liste citoyenne. Et du coup, je suis un petit peu investie dans ma commune, donc qui est Foix. Alors, du coup, parlons de ta vie militante. Donc, quels sont un peu tes axes de militantisme? Moi, j'étais plutôt sur le climat. Donc, il y a eu en Ariège un mouvement en transition, là, quand ça a démarré un petit peu partout. Et suite à la COP 21, il y a eu tout un mouvement Alternatiba. Donc j'ai un peu participé à ça, je suis allée à Paris, etc. Et on a essayé que ça prenne bien en Ariège pour pouvoir essayer de sensibiliser sur le climat. Mais on a un peu échoué dans le sens où ça demande énormément de temps la militance et où en fait tous les militants qui militaient pour le climat étaient des militants par ailleurs et que quand on milite par ailleurs on milite pour le climat. Donc voilà, et donc on avait créé ce qu'on appelait la coalition climat. Avec C'était quand ça? on a créé la coalition climat en 2018 et on a fait quelques belles actions, notamment sur la BNP et BNP Paribas, et avec les faucheurs. Et puis on a fait deux belles manifs où on a cru qu'on allait vraiment lancer une dynamique sur l'Ariège sur le climat. Et en fait, ça ne l'a pas fait. Donc la coalition climat est plutôt en train de s'éteindre. Et donc on revient à vers d'autres luttes en fait. Disons que les luttes locales, de toute manière, ce sont des luttes pour le climat. Donc voilà. Donc, du coup, quand tu m'as parlé un petit peu du fait que tu avais été en Guyane. Mmh. Est-ce que ça a nourri un petit peu ta vision du militantisme? Sur le climat, non. En fait, en Guyane, quand je suis rentrée en France après 17 ans, après avoir vécu 17 ans en Guyane, j'ai réalisé en fait beaucoup plus fortement la crise climatique, la crise de la biodiversité. En Guyane, on était sur des luttes plus locales. Bon, on a lutté contre un barrage, par exemple, le barrage de Petit Saut, qui s'est fait. Et les luttes écologiques n'existaient pas du tout, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui d'ailleurs. Il y a des gens locaux maintenant qui commencent à être bien sensibilisés. Et bon, il y a eu la montagne d'or là dernièrement. Mais nous, à l'époque, en 85-86, c'était vraiment tout nouveau et c'était un peu l'affaire des blancs écolos qui débarquaient là-bas, quoi. Voilà. Et effectivement, moi j'ai vraiment pris conscience de l'urgence climatique en rentrant en France, en fait. Et de l'urgence sur la biodiversité en rentrant en France. Alors, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ça? Juste quand je suis rentrée, il n'y avait plus rien. C'était vide. C'était. Je parle toujours des hirondelles, mais c'est juste une image. Hein, et il n'y avait plus de fils qui pendaient sous le poids des hirondelles, quoi. Et je me baladais. Bon, je revenais d'un pays où la faune est très présente, mais c'était catastrophique. Il y avait un effondrement qui était visible, que je ressentis vraiment dans ma chair, et ça m'a fait pleurer. C'est dramatique, en fait, c'est dramatique. Et voilà, donc là moi, j'ai repris conscience vraiment, et je me suis réengagée dans des mouvements, en fait, voilà, tout simplement, comme beaucoup de gens. Hein. Voilà. Et donc, c'est là que tu t'es engagé, parce que tu es revenu en quelle année? Je suis revenue en 2003 et je me suis vraiment réengagée en 2009 quand j'ai réglé d'autres choses par ailleurs.
Mais du coup, en 2009, c'était directement le climat qui t'a intéressé. Ouais, je suis partie En fait, j'ai quand même, je suis allée vers les faucheurs parce que j'ai rencontré Dominique Massé. J'étais aussi en fait, quand je suis arrivée en Ariège, j'ai cherché un lieu alternatif pour commencer à prendre des contacts parce que je pouvais pas non plus imaginer ne pas être active d'un point de vue militant. Il manquait quelque chose. Et quand on arrive dans un endroit, on ne connaît pas les réseaux. Donc j'ai cherché un lieu, ça s'appelait... le nom m'échappe, mais bon, il y avait un lieu comme ça en Ariège où j'ai rencontré des militants et on était sur les luttes antinucléaires, il y avait Fessenheim, etc. Donc on a organisé des bus et là j'ai rencontré les militants et j'ai rencontré les faucheurs. Donc je suis devenue faucheuse parce que du coup ça me parlait, parce que dans la militance j'ai besoin d'agir, je ne peux pas être derrière un ordinateur, j'ai besoin d'action, c'est complémentaire pour moi. Et ensuite, moi, oui, ma sensibilité, c'était le climat, quoi. Et c'est d'ailleurs, dans ma vie de conseillère municipale, c'est vraiment ça que je mets en avant et c'est autour de ça que je construis, en fait. Alors justement, qu'est-ce qui te décide à t'engager comme conseillère municipale et quel est le rapport avec ta sensibilité écologique? L'inaction. L'inaction des édiles par rapport au climat, à l'environnement de manière générale, comme on dit. Et le social est toujours derrière, hein, je ne dis pas, mais c'est ça qui m'a motivée, ouais. L'inaction des élus. Et donc tu t'engages et tu deviens toi-même conseillère municipale. Voilà, donc je deviens tête de liste d'une liste citoyenne, mais une vraie liste citoyenne. On a fait un boulot extraordinaire. On a vraiment réuni ensemble des personnalités qui appartenaient à des partis et des citoyens sur une liste qui a été vraiment citoyenne, donc sans étiquette. Et tout se faisait vraiment de façon horizontale et du coup bon voilà, j'ai été mise première dans la liste et du coup ben moi j'ai beaucoup appris forcément et j'ai construit mon discours, quoi. J'ai avancé là-dessus aussi et j'ai appris à aussi défendre mon point de vue, quoi. Et ça a été vraiment une super aventure pour moi parce que je n'ai jamais fait ça, quoi. Et ça, c'était chouette. Ça, c'était vraiment bien. Et est-ce que tu vois un lien direct entre justement l'autre manière de gouverner que tu essayes de promouvoir et la manière de faire face à la crise climatique? Oui, j'y crois. J'y crois on appelle ça intelligence collective. J'y crois, puis à tous les niveaux, hein. Parce qu'on parle beaucoup de compétences, hein, dans les élections. Vous n'avez pas les compétences, etc. Moi, je crois au fait que tout le monde peut apporter des solutions. Et la voie démocratique horizontale, à mon avis, c'est la seule solution. Parce qu'elle va permettre justement de pouvoir intégrer un petit peu tout le monde et d'arriver vers de l'écoute et des consensus. On ne va pas passer en force. Après, c'est un peu lent comme processus. Donc voilà, il faut aussi convaincre d'autres façons par ailleurs, mais enfin pour nous, ça a vraiment fonctionné. Et je pense qu'il faut passer par là. Et puis il faut passer aussi par la solidarité, c'est-à-dire que du coup on est vraiment obligé de s'intéresser à ce qui se passe au niveau des humains et au social pour régler les problèmes des hommes. Autrement ils ne s'occuperont pas de la nature, quoi. Enfin, c'est une évidence, ça aussi c'est une vraie prise de conscience, même si c'est derrière, hein, mais on travaille ça aussi en même temps.
Et donc on intègre les gens, on s'intéresse aux gens qui s'occupent des réfugiés, on s'intéresse aux gens qui créent des cantines pour les gens qui n'ont rien à manger. Et tout ça, ça se met ensemble et on dit, ben oui, ça aussi c'est une solution justement pour la résilience, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place en fait quand on rentre dans la politique, là, quand on s'intéresse à son territoire et qu'on a des idées derrière un autre monde est possible, quoi, parce que là ça va vraiment mal, quoi. Et donc il faut vraiment y réfléchir et agir là. Je pense qu'on n'a plus trop le choix, quoi. Du coup, quand même, Dominique Masset est mon compagnon. D'accord. Donc forcément, il y a des chemins qui se font ensemble. Parce que on est d'accord donc, sur ce plan-là. Donc quand on s'est lancé dans la campagne glyphosate suite au procès des faucheurs, c'était une action vraiment qui était concrète. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est une action qui était concrète et qui mobilisait vraiment beaucoup de monde. Donc, pour moi, c'était intéressant. Là, il y avait les citoyens qui disaient, moi, je participe à ça pour montrer qu'effectivement, il y a un problème avec le glyphosate et les pesticides en général. On s'est peut-être un peu enfermé dans ce truc glyphosate, mais bon, tant pis. Et voilà, donc on était 3 en fait à être vraiment moteurs sur la campagne Glypho, à coordonner, à travailler comme des malades pour qu'on puisse donc faire toutes ces analyses. Voilà, bon, c'est une grosse organisation. C'était qui les 3 ? Donc il y avait Martine Schultz-Sanson, je ne sais pas si elle serait OK pour être citée, mais je pense que oui, il n'y a pas de souci. Qui elle était dans les luttes féministes beaucoup. Il y avait donc Dominique Masset, qui est faucheur, qui était au procès. Moi je ne l'étais pas parce que je travaillais à l'époque, je ne pouvais pas participer à toutes les actions, donc je n'étais pas dans cette action. Et moi parce que j'ai trouvé l'idée intéressante. Alors moi dans la campagne Glypho, j'ai amené la question du questionnaire qui après a été travaillé par d'autres gens qui ont rejoint la campagne. Et puis bon voilà, ça a fait boule de neige. Tu peux expliquer le questionnaire ? Alors donc les gens faisaient leur analyse. Et on se disait, mais si on sait pas comment vivent les gens et qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ont beaucoup de glyphosate dans leur urine et d'autres pas, il faut aussi qu'on ait une enquête sur leur lieu de vie, l'environnement en fait, l'alimentation, etc. Donc on ne pouvait pas poser de questions sur la santé et donc on a mis au point un questionnaire qui s'est amélioré avec l'entrée de scientifiques dans le groupe. Et ce questionnaire donc, a permis de sortir quand même des tendances, effectivement, sur l'alimentation bio, le lieu de vie, etc. Quoi. Quand on habite près d'un champ, forcément, on en a plus. Quoi. Mais pas que. C'est plus compliqué que ça. Voilà, j'ai pas les données en tête. Et donc moi ça a été ma participation. J'ai surtout participé à tout ce qui s'est fait sur l'Ariège. J'ai organisé les analyses en Ariège. Voilà. Et après tout ce qui est groupes locaux, la diffusion dans toute la France, ça a surtout été Dominique. Voilà, Dominique et Martine. Voilà. Et donc comment est-ce que tout ça t'amène vers Secret Toxique ? Secret Toxique, donc Dominique, alors déjà l'origine de Secret Toxique, là ça m'échappe, là tu vois. Ça a démarré comment ? Ça a démarré avec l'étude de Gilles-Éric. Ouais, qui a contacté qui en premier ? Je sais plus, puis en fait après... Sur l'histoire, je sais plus. Donc Dominique rentre dans cette histoire parce que c'est totalement lié, évidemment.
Et c'est complètement lié avec le retour de la CJUE. Bon, donc du coup, tout ça c'est lié, ça se met en place par les réseaux. Et moi, je suis au courant par Dominique de ce qui se met en place. Et je trouve ça très intéressant. Pour moi, j'ai un regard. Nous, on est des citoyens qui avons bougé avec une action très concrète sur le terrain qui donne des résultats. Là, moi, je considère Secret Toxique comme une machine de guerre. C'est-à-dire, c'est pas forcément une association avec beaucoup de gens horizontale et tout. C'est une machine de guerre pour attaquer effectivement la législation sur les pesticides. Voilà, donc j'avais ce regard-là, je l'ai un peu moins maintenant. C'est une machine de guerre, quoi. Et après, parce que les militants, ils ont besoin d'aide. Il y a eu besoin de mon aide, c'est-à-dire que comme Campagne Glyphosate, elle est impliquée dans Secret Toxique, et en tant que personne appartenant à l'association Campagne Glyphosate, je donne un coup de main à Secret Toxique, ça me paraît tout à fait logique. Donc c'est une implication, on va dire, déjà je suis trésorière, donc je donne un coup de main à Dominique pour s'occuper de ça, parce qu'il faut bien le faire. Et je m'y intéresse de plus en plus avec évidemment le temps que j'ai. Mais ça fait déjà un moment que Andy j'arrive pas à dire ton Battantier. Ça fait un moment qu'Andy Battantier travaille sur la question. Ça fait un moment que Philippe travaille sur la question et Dominique aussi. Donc voilà, j'ai un peu de retard il y a vraiment un boulot énorme qui a été fait et c'est quand même complexe, quoi. On rentre dans des trucs juridiques et ce qui se passe en Europe au niveau des eurodéputés, c'est loin pour moi. Eux, ils ont tout un travail qu'ils font là ensemble que je ne maîtrise pas. Je ne participe pas à ces réunions d'ailleurs avec les eurodéputés. Donc moi je reste centrée sur l'association Secret Toxique. Voilà. Et je pense que j'en resterai là. Et ça fait déjà pas mal. Donc tu parlais de Secret Toxique comme d'une machine de guerre. Toi, depuis que tu es rentré dans cette machine de guerre, comment est-ce que ta vision sur les pesticides et le problème des pesticides a évolué ? Je me rends compte que c'est complexe. Je suis toujours un peu dans le doute sur la stratégie. C'est-à-dire que je comprends la stratégie de Secret Toxique sur le fait de travailler sur, de montrer que le fait qu'on ne prenne pas en compte les coformulants et les études à long terme, ça met forcément les pesticides par terre. Et donc il faut changer la législation. Mais pour moi, c'est l'arrêt des pesticides. Et voilà. Et du coup, c'est cette stratégie qui est compliquée pour moi. Je sais pas si... Mais est-ce qu'elle te paraît convaincante, cette stratégie, quand même ? Pour le grand public, je suis pas sûre. Puisqu'il y a quand même une partie, diffusion auprès du grand public, notamment pour chercher des financements, pour avoir du soutien, enfin pas seulement des financements, mais du soutien. Je suis pas sûre que ce soit compris par tout le monde. C'est genre, vous restez dans la logique des pesticides. Tu vois ce que je veux dire ? Là, moi, je suis la militante de base qui te parle. Et d'ailleurs, je suis une militante de base. Et donc ça, c'est compliqué pour moi. C'est pour ça que j'écoute pendant les réunions attentivement, que je ne peux pas intervenir pour l'instant, parce que je ne me suis pas assez formée déjà sur... j'ai pas tout lu ce que vous avez fait, j'ai pas tout vu ce que vous avez fait, et c'est complexe, et que sur la stratégie, je suis dans la réflexion. Je pense que tu as raison, d'ailleurs, objectivement, c'est un écueil. Après, il y a toujours des défauts aux différentes stratégies. C'est clair que là, la faiblesse de cette stratégie, et c'est des choses qui m'ont déjà été sorties par d'autres gens aussi, qui disent, mais en fait, vous restez dans la logique des pesticides. Et l'un des enjeux, c'est vraiment de réussir à faire comprendre aux gens que, non, en fait,
en faisant ça, on utilise les mécanismes de droit qui permettent de casser le système en fait et vraiment de sortir des pesticides, quoi. Mais en tout cas, tu as raison sur Et quand on voit la complexité de ce que peut être un recours dans ce type d'instance, le chemin est long. Le chemin est long. Et il ne faut pas perdre les gens en route. C'est ça. C'est des questionnements que j'ai, hein, mais moi je fais confiance en fait. Moi quand il y a des gens qui bossent, tu vois, je vais pas commencer à émettre plein de doutes sans amener des solutions moi-même. Je laisse les gens bosser, hein, parce que ça c'est déjà tellement bien, tellement précieux. Donc voilà. Et donc du coup, j'ai une dernière question pour toi, que j'ai posée à tout le monde et qui part d'une anecdote sur comment je suis arrivé ici, en covoiturage, et qui est un discours qu'on peut nous servir assez régulièrement, c'est que, tu vois, je parle de mon boulot à la personne qui me conduisait, et puis je lui dis, bah voilà, on est une asso, et puis on veut la sortie des pesticides. Puis je lui dis comment on continue. Mais t'y crois toi? Je fais bah oui, si moi j'y crois pas. Y croire ça veut pas dire, je dis y croire ça veut pas dire je suis absolument certain qu'on va réussir, tu vois. Mais évidemment, si je fais ça, je suis pas là pour faire du. Enfin, tu vois, je suis pas là juste pour brasser de l'air en fait, ça m'intéresse pas. Donc oui, si j'applique cette stratégie, c'est parce que je pense qu'elle peut marcher. Et partant de là, elle me dit ah ouais, tu sais, tu sens qu'elle y croit pas. Tu sens qu'elle dit ah mais ouais, de toute façon les adversaires sont puissants. On n'y arrivera pas. On y arrive. Ouais non, putain, c'est vrai que c'est important, que c'est nécessaire, mais je pense pas qu'on puisse y arriver, tu vois. J'ai même une amie qui m'a dit t'es fou, ils vont détruire ta vie et tout machin. Tu te rends pas compte de à quoi tu t'attaques, il y a des ennemis puissants et tout. Et donc moi la question que je pose c'est toi si t'es confronté à quelqu'un comme ça, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qui n'y croit pas. Je vais lui dire que ça sera long. Et que des fois, on a envie de passer à des actions beaucoup plus fortes. Et que je comprends qu'elle n'y croit pas, parce que bah, déjà, c'est tellement complexe. Et en face, effectivement, il y a du lourd, quoi. Que nos voisins, que les gens avec qui on vit sont complètement là-dedans. Et c'est les premiers qu'on n'arrive pas à convaincre. Tu vois, donc c'est difficile, c'est vraiment difficile. Donc je lui dirais que je comprends et que moi quelquefois j'ai envie de passer à quelque chose de beaucoup plus fort, tu vois. Je me demande des fois si j'ai pas envie de rentrer dans quelque chose de plus violent entre guillemets, c'est-à-dire des actions fortes et des actions type faucheur, mais sur des trucs beaucoup plus forts, quoi. Et quelquefois on a envie de ça, quoi. On a envie de ça parce que moi je comprends que les gens aient des doutes sur ce qu'on fait nous, ils sont contents qu'on le fasse, mais qu'ils aient des doutes, je le comprends vraiment, parce que c'est vrai c'est loin quand même, hein. C'est le boulot, hein. Quand on voit l'investissement qu'il y a des personnes qui sont sur secret toxique, c'est quand même un boulot énorme, avec peu de moyens, et ça va prendre du temps. Donc qu'est-ce que je pourrais lui dire pour la rassurer? Que si on ne fait rien, c'est encore pire, tout simplement, et que quand même les petites graines qui ont été semées là depuis quelque temps, il y a eu des résultats, quoi. Il y a eu des résultats. Donc faut surfer là-dessus, et puis il faut faire, quoi. Il faut pas se laisser envahir par la complexité du monde et ce qui se passe autour de nous. Faut le faire. Il y a quand même des graines qui ont été semées, il y a quand même eu des batailles gagnées, et oui, il faut parler des batailles gagnées, par exemple. Voilà, les OGM, quelques batailles sur le climat, voilà, je sais pas, ouais. Ok, mais c'est déjà pas mal. Ça fait...